du Havre. Oui. C'est une porte d'entrée pour la drogue sur la France. Alors, un dernier petit mot sur le seul réseau des francs-maçons, celui de la fraternité, c'est sûr ça? C'est ce qu'il déclare, le grand maître du Grand Orient. Mais je voulais revenir quand même sur la une, parce qu'on a parlé de nos consoeurs de France-Antilles, mais vous voyez que le carnaval aussi se féminise, puisque désormais, on n'a pas seulement le roi Vaval, il y a aussi une reine, et vous aurez observé qu'ils ont mis la reine derrière le roi. Oui, absolument. Mais derrière... Oui, mais bien sûr. Alors, on va revenir à France-Antilles. Je rappelle que nous devons recevoir un peu plus tard le président du conseil départemental, le PCD comme on l'appelle, qui sera avec nous. Alors, on commence par quoi France-Antilles? Nathalie, prends ton micro. Bien sûr, la une d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut commencer déjà par la une de notre quotidien. Oui, voilà, on la voit. Voilà, c'est le carnaval. Ouais. À quel point la fête impacte la scolarité des enfants. On a voulu revenir sur ce sujet, parce que tous les lundis, les enseignants se plaignent, certains enseignants se plaignent des élèves qui dorment sur les tables de 3 à 17 ans. Oui. Donc, on a consacré notre dossier du jour à la scolarité des enfants et surtout, on a demandé à certains président de groupes carnavalesques, est-ce qu'il y avait un règlement, est-ce qu'il y avait justement une ligne dans le règlement sur les enfants. Donc certains nous ont confié qu'ils avaient demandé aux parents de récupérer les enfants à une certaine heure, puisqu'ils ont classe le lendemain et que l'important c'est quand même leur scolarité. J'ai vécu ça quand j'étais prof. Hein. Oui, ouais. Ben, moi aussi. Et on a aussi interrogé Patricia Blafranc-Troubaud comme sociologue. Elle est un peu mitigée, elle modère son propos en disant que la réussite des élèves ne tient pas au carnaval ou alors à la fatigue et au ça défilé. Compte quand même, hein, ça compte, mais ça compte, surtout que là, le carnaval dure 2 mois et demi et c'est tout le deuxième trimestre. Donc c'est pour ça que nous sommes revenus là-dessus. Voilà. Tu sais que la Guadeloupe bat le record de carnaval? Pour la longévité. La longévité. Personne dans aucun pays du monde, il y a un carnaval qui dure 3 mois. Qui dure 3 mois. Voilà, c'est la Guadeloupe. C'est aussi l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Oui. Mais après, il ne faut pas non plus critiquer le système scolaire français lorsque nous-mêmes ne sommes pas... Voilà. 2 petits mots sur le MAC. Alors, le MAC de ce week-end qui accompagne notre quotidien est axé sur l'horoscope. On a sorti, c'est vrai, il y a en début d'année dans le quotidien... Voilà. Durant 4 jours, tous les trimestres sur l'horoscope, voilà. Et là, c'est l'horoscope chinois. Vous regardez en page 8 et vous verrez en fonction de votre date de naissance si vous êtes serpent, coq, cochon, voilà. En tout cas, c'est l'année du serpent. Oui. Donc, les serpents, on verra. Et nous avons aussi différents supports. Hein. Je rappelle que France-Antilles, aujourd'hui, publie l'équipe. Publie en même temps qu'à l'étranger. Voilà, imprime l'équipe, imprime Libération. Oui, j'ai oublié Le Monde, mais nous imprimons aussi Le Monde. Oui. Et puis bon, pour le Paris Turf. Et je te donne une dernière chance. La semaine prochaine, je crois qu'il y a quelque chose qui va sortir. Alors justement, le lundi 13, nous sortons la rétrospective de l'année 2024. Avec, écoutez, les faits marquants. Il a fallu faire une sélection, c'est difficile, mais nous sortons les faits marquants de l'année 2024. Avec en une, vous verrez La Flamme, portée par Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, et aussi Miss Guadeloupe, la mort de Cédric Cornet, et puis la grosse grève quand même des DFPEI. Bien, on se tourne vers notre ami Jacques Dancal, qui va nous 2 petits mots sur une nouvelle semaine. Alors, aujourd'hui, pas de carnaval. Oui, on a forcément des photos du carnaval dedans parce que nos photographes étaient dessus. Mais la une de cette semaine est sur l'exposition exceptionnelle sur Guillaume Le Thiers au Louvre. Ça, c'est la première fois qu'on a une telle visibilité puisque ça s'appelle Né à la Guadeloupe parce qu'il est né à Sainte-Anne. Bon, ça a été un ancien des Beaux-Arts. Il a une carrière exceptionnelle. Bon, c'est beaucoup grâce à Richard Victor Saint-Silly qui a permis de le faire connaître mieux en Guadeloupe. D'ailleurs, il y a une très belle sculpture qui est à Bois-Jolant, consacrée à Guillaume Le Thiers. L'article a été écrit par Lorella Rinson et c'est là où on découvre déjà la qualité du travail de Guillaume Le Thiers. Et puis pour une fois, il y a une vraie exposition de la Guadeloupe
au Louvre, puisqu'on voit c'est marqué partout né à la Guadeloupe et surtout Sainte-Anne. Bizarrement, il y a des cartouches où on voit que c'est Sainte-Anne. Oui. Alors, Victor Saint-Cyr de Sainte-Anne. Oui. Ah non, mais la ville n'a rien payé, je pense. Ce sont les organisateurs qui ont eu la bonne idée de faire ça. Alors, au-delà de toute la partie, évidemment, artistique, c'est une belle visibilité pour la Guadeloupe. C'est un peu comme celle qu'on a avec le Chevalier Saint-Georges, parce que ce sont des Guadeloupéens métis, mais ils sont quand même fils d'esclaves, puisqu'il y avait un père planteur et une mère esclave. Et c'est une exposition. On dit maintenant fils né sous l'esclavage. Né sous l'esclavage, oui, ils ne sont pas nés, voilà, c'est un Afres. Oui, voilà, africain, donc, africain réduit en esclavage. Donc c'est une. Alors évidemment, il n'a pas peint sur la Guadeloupe, excepté le serment des ancêtres, qui est ce fameux tableau qui concerne donc la Révolution haïtienne, qui figure dans l'exposition et qui montre quand même un vrai ancrage. Il est resté caribéen quelque part, puisqu'on dit souvent dans l'article, le Larençon le relève, il réunissait tous les créoles dans ses ateliers aussi, il recevait tout le monde. Mais c'est une occasion aussi de faire parler de la Guadeloupe pour une bonne raison, avec un contenu qui, pour une fois... un contenu international. International, voilà, tout à fait. Oui. Alors évidemment, on a quelques autres sujets, on parle du carnaval, on a aussi un retour sur Mayotte, c'est quand même assez... on va en parler tout à l'heure. C'est assez inquiétant, donc voilà. Donc on a un petit retour sur Mayotte. Un petit mot à Priscilla, c'est sa première participation au BMG. Un petit mot sur le sport quand même de 2024. Deux mots. Qu'est-ce qu'on peut retenir globalement pour le sport en 2024 ? Eh bien, incroyable élan, franchement, pour le sport. Et j'espère d'ailleurs que nous, ici et d'ailleurs en France et en Guadeloupe, les associations sportives vont capitaliser dessus. On est parti sur des odds qui n'étaient pas excellentes. On se rappelle tout ce qui a précédé l'année olympique, les doutes, déjà l'instabilité française au niveau du gouvernement, de l'instabilité aussi budgétaire. Il y a aussi eu pas mal de lanceurs d'alerte qui ont alerté sur la structure du budget des Jeux olympiques. Et finalement, on se retrouve avec alors effectivement un événement mitigé quand on était sur le terrain, puisque les remontées de terrain qui nous sont arrivées ont été que il y a eu des couacs sur les entrées, sur ce qui était possible et pas possible. Mais franchement, quelle prestation sportive incroyable des Français qui ont réellement tout donné sur chaque discipline. Et surtout, ce qui a été rare, c'est que l'effort il s'est poursuivi sur les Jeux paralympiques. Oui. Les Jeux olympiques et paralympiques, d'habitude, le projecteur il est sur les Jeux olympiques et on oublie un peu les athlètes paralympiques. Et là, franchement, on a eu cette fusion jusqu'en septembre. C'est pour ça que très tôt, Libération a parlé du mal, de la nostalgie des JO. Il y a eu l'élan sportif qui a amené un élan social, qui a amené un renouveau. Et sportivement, c'était une superbe année avec des records, avec des athlètes pour la Caraïbe aussi, qui ont, on peut que parler de la championne olympique du 100 mètres, qui est désormais l'athlète de la Caraïbe, Juliane Alfred, qui est désormais athlète de la Caraïbe. Donc, vraiment, on est sur une année clé en matière d'élan sportif. Et j'espère que le prochain cycle, qui doit nous amener jusqu'à 2028, Los Angeles. Enfin, ceux qui restent de Los Angeles, Est-ce que, normalement, ils sont censés reconstruire. J'espère qu'on va nous concocter. Espérons que ce sera comme la cathédrale de Notre-Dame de Paris. De toute façon, le président des États-Unis, Elon Musk, va nous concocter un budget assez intéressant. De la Californie, en ce moment, il est sur un siège, on va dire, éjectable. On est d'accord, mais je pense que très rapidement, les institutions du sport, quand ils ont vu la cérémonie d'ouverture française et quand ils ont vu les premières semaines des JO, ils ont tout de suite dit, là, il va falloir aller attraper ça. Oui. Donc, tout le monde s'est mis en ordre de bataille et je pense que ça va le faire, d'autant plus que le mot est retombé aussi au niveau de l'Amérique centrale et l'Amérique latine sur le fait qu'il faut absolument marquer le coup. Donc, on a 4 années très intéressantes qui sont devant nous au sport. Sportivement et faudra en profiter de l'élan de Paris. 2 petits mots très rapidement. Mbappé, il est sauvé, c'est réglé. Il est riche, donc oui. Bon. Deuxième chose, et comme par hasard, Deschamps s'en va. Oui, mais en fait, de toute façon, il y a un gros... Ils s'entendaient plus très bien. C'est vrai, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Là, il y a une vraie crise à la FFF. Oui. Et on a une Guadeloupéenne quand même qui est secrétaire. C'est vrai, c'est vrai. Mais d'ailleurs, ça se voit. Pour nous, tout va bien au football au final. Tout va. Mais oui, là, l'équipe de France entre dans un cycle qui sera pas forcément super intéressant.
Mais il y a du monde derrière pour reprendre. Bien, alors on revient à notre actualité de la Guadeloupe. Je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que l'année 2024, globalement, politiquement, économiquement, agriculturellement, culturellement, a été bonne pour la Guadeloupe? Qui veut répondre? Jean-Claude, je suis sûr. Nathalie. Voilà. Non, mais c'est toujours difficile, mais il vaut mieux commencer comme ça. Voilà, les autres prendront le relais. Alors, ça a été quand même une année difficile dans tous les domaines, particulièrement pour l'accidentologie. Ah oui, c'est 54 morts, c'est ça? Voilà, 54 morts en fin d'année, alors que l'année précédente, c'était 38 ou 39. C'est bien ça, mes chers collègues et confrères. Donc là, je trouve que c'est vraiment... Là, ça a été dramatique. Et puis, les accidents en eux-mêmes ont été aussi dramatiques. Souvenez-vous de ces 4 jeunes de Goyave. Souvenez-vous en fin d'année aussi de ces jeunes de Sainte-Anne. Et les 4 de Sainte-Anne. Donc, vraiment, de ce côté-là. Économiquement, oui, puisqu'il y a eu un gros problème d'URSSAF, d'entreprise. Voilà, et puis les PGE à rembourser, la Cannes, voilà, le long conflit de la Cannes. Donc, question économie, ça a été difficile. Socialement, c'est peut-être le dialogue social dans les entreprises qui a été aussi difficile. Mais bon, la vie chère, il y a eu moins de grèves, mais il y avait tellement d'autres problèmes que, voilà. Mais aussi, je n'ai pas envie de rester... politiquement. Alors, politiquement, est-ce que la Guadeloupe était stable? Est-ce que tout est réglé? Je trouve que politiquement... La Guadeloupe est plus stable que la France, finalement. Non, mais comme a dit dernièrement notre super journaliste Jacques Dancal, il faut le reconnaître, malgré la dissolution de l'Assemblée nationale, je trouve qu'aux Antilles, on a été un peu attentiste, et la classe politique aussi. Donc, je ne sais pas si ils attendent de voir... Et le président nous répondra tout à l'heure. Il est arrivé d'ailleurs. Il nous répondra, mais est-ce qu'ils étaient un peu attentistes ou est-ce qu'ils attendent d'aller là dire il a qu'à gonfler? Voilà, donc tout ça, ça a été 2024. Mais je ne veux pas rester quand même sur cette note pessimiste, puisqu'il y a aussi eu beaucoup de choses positives, des jeunes qui entreprennent, des personnes qui entreprennent, qui créent leur activité, qui se battent culturellement. Voilà, donc pour moi, ça a été ça. Mais... Bien. Jean-Claude, maintenant ton bilan de l'année. Oui, Nathalie vient de dire que... par le bout, si tu préfères commencer par le politique ou par le social. Non, mais justement, ce matin, je suis tombé sur un récapitulatif des vœux des présidents français. Depuis Pompidou jusqu'à Sarkozy, jusqu'à Hollande, et ils ont tous commencé leurs vœux en disant l'année a été difficile. Depuis 71, vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire qu'en fait, les années se suivent, finalement se ressemblent, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas. Effectivement, par exemple, sur le plan social, on n'a pas connu les grandes grèves qu'on a dans l'éducation nationale, etc. Pourtant, elle a été durement marquée par la grève des FPEI. On a vu quelque chose à laquelle on n'avait jamais assisté avec le blackout. Idem dans la Cannes. On a eu une très longue séance de négociation et de grève qui peut même mettre en péril durablement la filière. Est-ce que l'EDF a dépassé le LKP en termes de durée de grève? Non. Ils ont arrivé à combien de jours? Non, mais ils avaient commencé en septembre, je rappelle. Oui, mais c'est pas comparable. Le LKP, c'était général. Là, c'était limité à une entreprise. Oui, mais simplement, l'impact a été tellement fort sur l'économie, et pas seulement sur l'économie, sur la santé des gens, etc. Je crois que ça va marquer autant que la grève du LKP. Maintenant, sur le plan politique, bon, effectivement, tu as signalé tout à l'heure le décès brutal de Sédhic Cornet, qui reste quand même un fait marquant de la vie politique locale. Et c'est vrai que par rapport au soubresaut qu'a connu la France, et que connaît encore la France avec la dissolution notamment, ici, c'est vrai, on a été plutôt attentiste. Oui. Alors, c'est peut-être lié aussi au fait qu'on n'a plus beaucoup de partis guadeloupéens qui sont directement liés à des partis français, à des mouvements français. Donc, on a cette espèce de recul. Il y a le PS comment? À part le PS, je pense que
il n'y a pas d'autres partis qui soient véritablement liés avec des partis français. On va poser la question tout à l'heure au président. Olivier, globalement, cette année 2024, pour toi, en tant que journaliste de Guadeloupe Première, tous les matins à 6h, tu es là, il faut le dire. 8h et... À qui l'heure on va lever 3h30. Oui. Globalement, une année économique difficile. Il y a eu la Cannes, il y a eu la grève à EDF-PEI, il y a eu encore d'autres mouvements, mais paradoxalement, la Guadeloupe reste encore un département dynamique avec une création d'entreprises qui reste dynamique, même si les entreprises ont du mal à persister au-delà de 3 ans. Le PGE a été difficile. Hein. Il y a à rembourser, le PGE a remboursé aussi, mais mine de rien, il y a une combativité, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui se retrouvent devant les instances judiciaires ou le redressement judiciaire, mais il y a encore cette volonté de se battre. Économiquement, il y a des choses à faire. Politiquement, on sent que le dialogue est à... Comment est le dialogue à ton avis sur la marche de quelque chose qui va changer, sans doute. Il y a quelque chose dans l'air. C'est bizarre, on n'a jamais parlé du congrès. Il y a quand même un congrès. Il y a eu un congrès c'était le dernier, normalement. En juin 2023. Oui. Il n'y en a pas eu d'autres au cours de l'année 2024. Il y a eu, 2024, juste avant la juin 2024. Nationale française, il y a eu un congrès. D'ailleurs, le SIOM qui devait être organisé par le Premier ministre Barnier, bon, on ne sait pas d'où, comment, est-ce qu'il y en aura un. Il y avait aussi Borne. Ensuite, Barnier qui s'était promis au premier trimestre 2025 d'organiser ce SIOM. Pour le moment, pas de nouvelles. On verra avec le nouveau ministre d'État chargé des Outre-mer s'il y en a un ou pas. Donc une année politique aussi de rebondissement. Oui. Jacques? Moi, je trouve que finalement, le pays est très résilient au fond, parce que malgré toutes les difficultés qu'il y a, on n'a pas eu de gros soulèvements. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'EDF parce qu'il y a eu un moment difficile avec le blackout, mais les problèmes de l'eau ont continué, malgré les efforts qui sont faits. On en parlera certainement tout à l'heure, des efforts énormes ont été faits, mais les difficultés demeurent. Finalement, il n'y a pas eu énormément de soulèvements. On s'attendait aussi à ce qu'il y ait une réaction guadeloupéenne. Oui, par la vie chère, même pour la vie chère. En Martinique, on n'a pas eu ça. Et finalement, la population est assez réaliste. C'est peut-être la classe politique aussi, finalement, parce qu'ils ne se sont pas accrochés à tous les mouvements qui se faisaient au niveau national. Parce qu'on a quand même de gros changements qui se profilent à l'horizon dans le monde. Dans quel domaine? Dans le domaine politique, particulièrement. Oui. Donc, économique aussi, forcément. Là, on ne sait pas s'il y aura un budget, mais finalement, on constate que la Guadeloupe a bien tenu, à part effectivement le phénomène de la Cannes, parce que là, on va le retrouver. Là, ça n'a pas été réglé. La grève a duré longtemps. L'eau non plus. Oui, voilà. Oui, mais l'eau, on continue. Des choses se font. Alors que pour la Cannes, l'eau et à l'eau. Voilà. Non, mais ça va toujours. Alors que pour la Cannes, il y a eu des réunions alors il n'y a pas grand-chose. Alors, comme on est en train de préparer des élections pour la Chambre d'agriculture, peut-être que c'est pour ça que tout le monde se tient un peu à carreau. Mais globalement, on va retrouver le problème de la Cannes là dans quelques semaines. On a déjà les NAO, mais on va retrouver le problème. Ça n'a pas été réglé. Au fond, les Guadeloupéens ont bien résisté à une situation extrêmement anxiogène depuis quelques mois. Alors juste un petit détail, je rappelle quand même, aujourd'hui c'est l'anniversaire de la naissance de Guillaume Letier. Alors on paraît au même moment, donc ça tombe bien. C'est à la une de ton journal, oui. C'était une petite part de pub gratuite, voilà, je te l'offre. Rapidement, parce qu'on doit faire un point rapidement, on veut retourner à Canal pour faire le point sur l'actualité. Donc vas-y, Priscilla. Je suis assez d'accord avec Jacques Dancal, mais je pense aussi que c'est parce que les ennemis sont connus. Les ennemis sont connus, l'eau, l'instabilité économique, l'instabilité politique, la vie chère. Les ennemis le peuple guadeloupéen n'est pas bête, il connaît ses ennemis. Maintenant, les constats ont été faits. Il connaît sa situation politique, il est très réaliste avec ça aussi, même si il est encore très dur avec la classe politique parce qu'il mesure mal l'ambroglio national auquel elle fait face et comment elle peut le traduire après dans un contexte de défiance. Donc il mesure encore mal ça. C'est vrai que l'équation
situation politique est très compliquée aussi à résoudre au niveau local, et d'autant plus que le seul ennemi qui est connu mais qui est mal mesuré, c'est l'ampleur de la crise financière qui va arriver, avec une BCE qui est menée par des gens qui sont complètement en désillusion. L'argent devient de plus en plus cher à être acheté, c'est-à-dire puisque les banques commerciales achètent leur argent aux banques centrales. L'argent les taux directeurs ont augmenté puis baissé. Là-dessus, par contre, il y aura un vrai sujet dont on maîtrise encore mal l'impact pour la Guadeloupe. C'est sûr qu'il sera fort, mais les créations d'entreprises, à mon avis aussi, c'est une tentative de toujours la même, de combattre le fait que l'emploi n'est pas en mesure aujourd'hui d'assurer un revenu qui pourrait encaisser l'inflation, c'est-à-dire un revenu minimum à 2200 €. Donc ça, ce sont des faits, mais les Guadeloupéens ont conscience de ça. Ils ne sont plus au niveau des constats. Maintenant, ils sont au niveau des solutions qui peuvent être abordées, et c'est là que le challenge, il est réellement. Alors, on donne la parole pendant 1 minute et demie au président. Il nous reçoit chez lui. Alors, ce sont les vœux de la presse. Tout à l'heure, il fera sûrement un discours. Mais en fait, vous êtes face à la presse aujourd'hui. Et c'est exceptionnel. C'est la première fois que les vœux de la presse, depuis Larry Fla, depuis Gillot, etc., ça ne s'est jamais fait comme ça. Merci de nous recevoir. Et un petit mot avant qu'on revienne à Canal pour les titres de l'actualité. Déjà, je transmettrai mes vœux à la presse de bonne année, santé, réussite, prospérité, tout bon bitin pour 2025. Et sinon, j'ai entendu un peu concernant l'année 2024. Pour moi, l'année 2024, c'est une année de transition, est une année de fin de cycle. Oui. Transition vers quoi? Transition vers quoi? Enfin, pour moi, c'est un lendemain meilleur. Mais moi, c'est mon point de vue. Oui. Mais je pense que tous les Guadeloupéens, quels que soient les acteurs, ils se rendent compte que nous sommes à la fin d'un cycle. Oui. Que vous soyez un acteur économique, politique ou simple citoyen. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer. Mais il y a... C'est dans l'air. C'est dans l'air. Et puis on disait que Atlantis, je dirais non, puisque je crois qu'on a eu le 18e congrès. Oui. Ça montre. Parce qu'on avait pourtant, le dernier. Est-ce que c'est le dernier celui-là? Non, ce ne sera pas le dernier, mais ça a été quand même un congrès très important, puisque sous ce congrès, on a pris 3 résolutions importantes, c'est-à-dire la fusion des 2 collectivités, mais qui est juste une organisation administrative. Mais ce qui est surtout important sur le plan politique, c'est qu'assumer un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, ça a été défini dans la résolution. Et l'élément le plus important, c'est assurer un pouvoir normatif. C'est-à-dire que nous puissions ériger nos propres lois sur un certain nombre de thèmes. Et puis ce congrès qui a été voté à l'unanimité. Oui. Donc ce 12 juin, c'est un élément important. C'est une date historique pour vous? Tout à fait historique, mais qui n'est pas une date finale. Oui. La finale est à venir. C'est un peu comme en football, c'était les demi-finales. Bien, alors je retourne vers Canal 10. Iman doit nous faire les titres de l'actualité. Je suppose qu'elle est prête pour les titres de l'actu. C'est prêt, Iman? Tout à fait, on est prêt. On va passer au direct. Si tout est prêt, sinon on continue notre débat. Oui, c'est prêt. On attend 15 secondes, le temps qu'elle s'installe et qu'elle nous donne les titres de l'actu du jour. C'est bon? On va commencer les titres de l'actualité et parler aujourd'hui dans ce ZCL un peu spécial entre 2 sites, on va dire. On va parler de la mobilisation de l'enseignement sur Terre de Haut. Les enseignants et parents d'élèves se sont mobilisés pour défendre l'avenir de l'éducation dans l'île, puisqu'il manque des enseignants. Les conditions de travail ne sont pas réunies. On reviendra sur ce sujet. Il s'agira aussi de parler de l'évolution et des changements en cours au sein de France Travail, une réforme qui impacte directement les demandeurs d'emploi et les structures d'accompagnement. Il sera enfin question d'un vernissage percutant qui s'appelle Exposé au chlordécone. L'art devient un outil puissant pour aborder une question de santé publique majeure. Voilà pour l'actualité du jour, et on va redonner la parole à Danick au conseil départemental pour avoir la suite du beau cantage médiatique Guadeloupe. À tout à l'heure. La liberté est constamment attaquée et on doit aussi la justifier. Donc, qu'attendez-vous de nous et quelle sera la collaboration? Avant de répondre, je crois qu'on va être en direct avec Canal sur... Oui, voilà, Iman est prête. Alors, on t'écoute rapidement les titres de la presse d'aujourd'hui, les titres de l'information d'aujourd'hui. Bonjour.
On va lancer donc à nouveau l'actualité du jour. Donc on a dit, on a parlé de la mobilisation de l'enseignement à terre de haut. Il sera aussi question de France Travail avec l'évolution des changements en cours concernant cette réforme qui impacte directement les demandeurs d'emploi. Et ensuite de ce vernissage exposé au chlordécone où l'art devient un outil pour parler d'une question de santé publique majeure. Voilà pour l'actualité du jour. Et on revient sur le boucantage médiatique Guadeloupe en direct de la résidence départementale. 15 à peu près. Ensuite, le vernissage des expositions de chlordécone aussi, qui se font. C'est un sujet très d'actualité, justement, le chlordécone. Oui, on va en parler. Et on se retrouve dans un instant pour développer tout ça. Merci Iman, et on revient tout de suite avec le président en direct chez lui. Nathalie, vous reprenez ta question peut-être? Alors je reprends ma question. Président, vous nous recevez aujourd'hui pour les vœux à la presse. C'est une réunion traditionnelle, mais qu'attendez-vous de nous? Parce que de plus en plus justement notre liberté est attaquée, elle est remise en question. On a fêté les 10 ans de Charlie Hebdo, justement pareil pour les caricaturistes et les humoristes. Qu'attendez-vous de nous et comment justement notre collaboration peut être un peu plus, je ne sais pas comment vous dire, un peu plus juste, en tout cas que vous compreniez nous, nos métiers, nos demandes et que voilà. En fait, pour moi, la presse, c'est le garant de la démocratie, puisque du fait que vous analysez, vous traitez, vous questionnez, ce qui permet d'avoir le maximum d'informations et que tout un chacun puisse en toute liberté se faire une opinion. Donc, il y a ce besoin d'information et qui ne peut être exercé qu'au niveau de la presse, mais avec professionnalisme et aussi conscience professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'avec le développement des réseaux sociaux, n'importe qui peut se qualifier, peut penser, je pourrais même dire jouer au journalisme. Il va faire une information et le fait que cette information soit contenue dans un écran, que ce soit sur un portable ou une tablette, beaucoup l'interprètent comme étant une information. Et d'où cette nécessité que les organes de presse ont ce rôle en termes d'information, en termes de communication. Et nous qui mettons en place des politiques publiques, quelle que soit la performance de nos services de communication, il y a ce besoin que ces politiques publiques soient connues, qu'ils soient analysées, qu'ils soient critiquées, mais qu'ils soient connues. Justement, Président, vous parliez des réseaux sociaux. Vous avez aujourd'hui, dans toutes les collectivités, qu'elles soient majeures ou les municipalités, des services de communication. Donc la communication n'est pas l'information. Souvent, vous allez nous reprocher de ne pas être venu rendre compte de toutes vos actions. Mais vous avez aussi les réseaux sociaux pour faire votre communication. Donc, est-ce que vous faites la différence entre nous qui donnons l'information et la communication sur tous vos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, etc. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, que les réseaux sociaux ont cet inconvénient que n'importe qui peut se qualifier en tant que journaliste ou donner l'information qui parfois n'est pas vérifiée, n'est pas fondée, n'est pas juste. Et je vous disais également que les institutions, les collectivités, mairies, départements, régions, nous avons un service de communication. Mais un service de communication, nous intervenons sur les différents médias, sur les différents réseaux, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, j'estime que la presse a un rôle, puisque une information n'est pas juste diffusée ainsi. Quand vous faites un reportage, un dossier, il y a une analyse, il y a un traitement, il y a un questionnement, et il y a cette nécessité que tout cela soit fait avec professionnalisme pour que nos politiques publiques soient mieux connues. Quand vous dites, enfin, moi, ce n'est pas dans mes habitudes de critiquer la presse. Ce que je peux reprocher parfois, c'est que même au niveau de la presse, que le sensationnel puisse prendre le pas. C'est-à-dire, parfois, il y a un certain nombre d'actions très importantes pour le pays, pour l'information, qui ne sont pas forcément relayées. Et surtout au niveau donc, du département, je sais de quoi je parle, puisque qui ne sont pas suffisamment
relayer sexy, si je peux employer un terme un peu, donc voilà, qui ne sont pas suffisamment vendeurs, mais qui sont nécessaires, et d'où cette nécessité de les relayer. Mais sinon, je me répète, c'est nécessaire que nous ayons une presse libre et performante. Jean-Claude? Oui, alors, Président, on va peut-être parler un peu plus de sujets qui fâchent. Vous avez tout à l'heure évoqué le Congrès, et parmi les résolutions, il y avait une qui justement portait sur la fusion des deux assemblées. Et à cet égard, il y a eu la création d'une commission ad hoc qui était censée travailler là-dessus. À ce jour, qu'en est-il des relations vraiment entre les deux présidents des collectivités? Parce qu'on a entendu beaucoup de choses à la fin de l'année, même au début de l'année. Alors, est-ce que vos relations sont au beau fixe, et est-ce que vous allez vraiment dans le sens de cette résolution? Alors, je précise ce qu'il dit, parce que vous avez dit tout à l'heure que les résolutions ont été votées à l'unanimité. Il va y avoir un nouveau congrès. Est-ce que vous pensez que les nouvelles résolutions vont être, dans ce climat-là, vont être votées à l'unanimité? Nous sommes en démocratie, ce serait présumé se projeter sur quel sera le résultat de vote. Oui, puisque mais nous sommes en liberté. Logiquement, en tout cas, vous comprenez parfaitement que c'est un sujet qui me parle, pour lequel nous allons y travailler, pour qu'il y ait un maximum d'adhésion. Et l'idéal, ce serait que, si un nouveau congrès, que les résolutions soient votées à l'unanimité. Bon, on le souhaite pour vous. Voilà. Mais ce que je voulais dire, j'expliquais il y a un instant que nous sommes dans une période de transition à la fin de cycle. Et c'est pour cela que nous avons tamé avec une commission ad hoc qui a largement travaillé pas seulement depuis 2024, mais depuis 2023, puisqu'il faut se rappeler qu'il y avait un premier congrès et qui aboutit à ce que nous ayons donc des résolutions à l'unanimité. Quelles que soient les décisions donc du congrès, ce sont donc des éléments qui dépassent Guy Losbach ou Henri Chalus. On ne va pas faire une organisation, une évolution institutionnelle pensant que cela permettra au pays d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre et l'attacher à Guy Losbach ou à Henri Chalus. Et je pense que le problème se pose dans la mesure où il y a deux collectivités, nous proposons une collectivité, donc mécaniquement, on va dire Losbach, Chalus, en fait, les rivalités. Mais le simple fait que vous puissiez poser cette question montre aussi comment cela est pénalisant pour l'efficacité donc, des politiques publiques que le maintien donc, des deux collectivités. Quand je le dis, c'est aussi très pragmatique, ce n'est pas pour des raisons idéologiques ou d'ambition personnelle. Aujourd'hui, politique agricole, c'est l'économie, c'est la région. Mais la majorité des terres appartiennent au département. L'irrigation, c'est une compétence du département. Comment voulez-vous mettre en place une politique efficace? Voilà, ce qui nécessite le lien des deux. Je pourrais citer le tourisme. C'est encore de l'économie. C'est une compétence, le tourisme, le développement économique régional. Mais la quasi-totalité des sites touristiques appartiennent au département. Donc, quand je vais intervenir sur un site touristique, on va dire, mais quand il fait le SBA, il a fait économie, alors qu'en fait, quand je suis dans mes droits, le transport, ce n'est pas une compétence départementale. Nous avons 5 aérodromes, ils appartiennent au département. Donc, je suis en train de voir comment les gérer, en fait, etc. Je citerai aussi les ports. On parle d'économie bleue, développement de la pêche, du tout. Mais il y a 26 ports, 22 ports appartiennent au département. Donc on est déjà dans l'Assemblée unique, pratiquement. Non, mais ce que je veux expliquer, c'est mécaniquement, pour que nous soyons efficaces, c'est en ce sens que je dis qu'il faut une collectivité unique, puisque quel que soit le lien qui pourrait y avoir, politique, affectif, amical ou autre, nécessairement, cela complique les choses lorsqu'il y a deux collectivités. C'est pour cela que moi-même, j'étais initiateur à ce que nous ayons une gouvernance concertée. Une gouvernance concertée qui permettrait, en attendant qu'il y ait une collectivité unique, que nous puissions fonctionner ensemble. Oui, et quand vous me disiez le rapport avec le président Chalus, ce n'est pas au niveau personnel ou autre, etc. Aujourd'hui,
on a été élu en 2021 sur la base d'une gouvernance concertée. Il y a eu une adhésion de la population. Tous les élus, tous les candidats au départemental disaient gouvernance concertée, etc. Et au niveau régional. Et nous avons essayé de mettre en place. J'ai eu l'occasion au mois d'avril de signaler, après plusieurs tentatives, d'expliquer qu'il était nécessaire que nous puissions être en conformité avec l'engagement que nous avons pris. Il y a un deuxième sujet, c'est l'évolution institutionnelle. Le 12 juin, nous avons voté à l'unanimité pour qu'on puisse poursuivre en ce sens. Et vous savez que tous les 6 mois, il y a un changement au niveau de la présidence du Congrès. Et depuis le 1er juillet, il n'y a pas eu une commission ad hoc qui s'est tenue de juillet jusqu'en décembre. Et c'est pour cela que dès le 1er janvier, j'ai repris ce dossier et lundi 13, l'ensemble des élus membres de la commission ad hoc sont convoqués pour que nous puissions reprendre les travaux. Donc on voit bien que s'il y a nécessité effectivement d'avoir une politique commune, il n'empêche qu'au niveau des deux exécutifs, ça ne marche pas tout à fait dans le même sens, puisque vous venez de confirmer que pendant la présidence de Harry Chalus, il n'y a pas eu de commission ad hoc. Et cette situation, on l'a déjà connue en Guadeloupe avec le triumvirat qui avait été créé entre le préfet Gillot et Lurel, ensuite la guéguerre entre Lurel et Chevry, et à chaque fois, on a l'impression que les choses essentielles passent après les questions d'ego de personnes, avec ce qui s'est passé au conseil régional avec la suppression du poste de groupe, de responsable de groupe. On a bien vu qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond entre le JUSR et la majorité d'Harry Chalus. Vous ne pouvez pas le nier quand même. Non, c'est pas entre le JUSR et la majorité de Chalus, puisque la majorité de Chalus, c'est également le JUSR. Oui. Donc, l'analyse n'est pas... mais j'ai bien écouté vos propos, et c'est bien que vous alliez dans mon sens, qui montre que tant qu'il y a deux collectivités, cela est pénalisant pour une efficacité donc, des différentes politiques publiques, quelles que soient. Ce n'est pas lié aux hommes. Ce n'est pas lié aux hommes, c'est lié au fonctionnement. Je vous ai expliqué... je vous ai donné 4 exemples. L'économie bleue, l'économie verte, le transport, etc. Je vais vous donner 4 exemples qui nécessitent que cette cohésion, qui nécessitent cette convergence pour que les politiques publiques soient efficaces. Mais ça, sur un certain nombre de dossiers, bon, il est vrai que le président de région a affirmé, sa volonté d'une collectivité unique, enfin, puisque le Congrès, les résolutions ont été votées à l'unanimité. Vous savez, quand vous votez, c'est que, en plus, dans le cadre d'un congrès, vous savez ce qu'il faut faire. Après, peut-être le rythme ne partage pas le même rythme. Mais je suis très content que vous puissiez dire que depuis très longtemps, le fait de l'existence des deux collectivités pose un problème d'efficacité. Ce n'est pas lié aux hommes. Et je vous dis, quel que soit ce que vous voulez faire, cela va au-delà d'Harry Chalus, au-delà donc de Guy Losbar. Président Losbar, vous n'avez rien dit sur la culture, parce que j'ai vu quand même qu'il y a un petit développement culturel assez important depuis que vous êtes là. Alors, est-ce que les compétences sont partagées entre la région et le département au niveau culturel, ou est-ce qu'au moins il ne faudra pas faire quelque chose de plus commun? Non, mais... Parce que c'est une industrie, on appelle les industries culturelles créatives, qui ne sont pas vraiment encore en marche en Guadeloupe. Au niveau économique, ça peut porter aussi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je le dis pratiquement à chaque intervention, que lors de ma déclaration de politique générale, j'ai dit que la culture était la priorité de la mandature. Cela a surpris. On a peut-être interprété comme étant une stratégie politique. Non, puisque je pars du principe que la culture, cela permet de rassembler. La culture, ça renforce une identité. Oui. Ça renforce une identité. C'est Jean Nouillet, je ne crois pas parler, nous pas manger, on peut dire au Guadeloupe. Je ne crois danser aussi. Je ne crois danser, on peut dire Jean crois jouer musique, Jean crois peine. Enfin, il y a tous ces éléments qui, en plus, si vous excellez, vous avez la possibilité de rayonner. Même si vous êtes un petit pays de 400 000 habitants, si vous avez donc des créations exceptionnelles, vous pouvez rayonner. On peut prendre plusieurs exemples. On prend des exemples comme Rovelas qui a des tableaux sur d'autres territoires. On peut prendre l'exemple de Cassave, etc. On peut prendre l'exemple de nos écrivains.
Donc, cela vous permet de rayonner et qui dépasse le temps et qui dépasse les frontières, les limites géographiques. Donc, d'où cette nécessité. Et c'est en ce sens que nous avons entamé beaucoup d'actions. C'est dommage que cela ne puisse pas se faire comme je l'aurais souhaité, en toute convergence au niveau donc, des deux commissions. Mais il y a cette nécessité qu'aujourd'hui, que l'accès à la culture puisse être permis à tout Guadeloupéen. Et donc, nous allons mettre en place un certain nombre d'actions pour que tout jeune Guadeloupéen. Vous savez, au niveau des collèges, on gère 42 collèges. Oui. J'ai demandé au niveau de la direction, du principal, que chaque collège puisse avoir une activité, une école artistique. Ça peut être la musique, ça peut être la peinture, la danse. Mais chaque collège... Ou même la bande dessinée. Pardon? Ou même la bande dessinée. Oui, ou même la bande dessinée. De toutes les formes d'expression culturelle et artistique. Donc, c'est ce que nous avons demandé, qui est en train de se mettre en place. Et au mois de juin, qu'il puisse y avoir, un événement où les jeunes collégiens puissent s'exprimer. De même que sur les événements, nous avons créé Vibration, la musique urbaine, puisque c'est moderne, c'est ce qui correspond à notre jeunesse. Mais en même temps, le mois dernier, vous avez vu concernant donc, le Goka. Oui, mais la Biguine un petit peu oubliée quand même. Non, pas la Biguine, nous allons mettre en place dès le mois de mars ou avril, je vous dis déjà, il va y avoir un événement important concernant donc, la Biguine. Bon. Et tout près de vous, à côté du Fleur d'Épée, nous voulons qu'il puisse y avoir une animation permanente au niveau des forts. Et j'ai mandaté Alex Nabis, qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine, pour qu'il puisse voir avec une équipe la création. Et le premier fort, ce sera le fort Fleur d'Épée, après le fort d'Elgrès et le fort Napoléon. Moi, ce que je veux, c'est que quand un bateau arrive en Guadeloupe, dans le cadre des croisières, qu'il puisse, pendant 1 heure, pendant 2 heures, venir et voir les créations artistiques guadeloupéennes. Et le fort Fleur d'Épée, ce sera sous la tradition, la biguine, le goka, le zouk, qui est même quadrille, et avec des expositions, tout un ensemble d'éléments. Et cela doit être un support de développement économique, puisqu'il ne s'agit pas uniquement qu'il y ait une création culturelle, mais aussi, il faut que cela soit un support de développement économique. Parce que, je pars du principe, un artiste, pour qu'il puisse rayonner, être performant, il doit pouvoir se consacrer à son art. Et on va voir un vivre de ça. Et vivre de ça. Oui, mais c'est ce que je dis, puisque qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelqu'un, s'il est artiste, il va être peut-être prof de maths, ou alors il va être comptable. Il doit travailler puisqu'il ne peut pas vivre. Donc à ce moment-là, l'art devient accessoire. C'est-à-dire le temps, puisque toute création exige du temps, exige un certain nombre de moyens. Et ce que je voudrais, c'est qu'au niveau donc, de ces activités, dans les forts, sur d'autres lieux culturels, que quelqu'un qui est artiste, il est musicien, il est peintre, eh bien, il puisse faire que ça. Mais il y a un support de développement économique. Olivier? Oui. 2 questions, une question rebond et une question plus générale. La question rebond, c'est à quoi va servir ce groupe GUSR au sein de la collectivité régionale, puisque vous en avez créé un. Et la question d'ordre plus général, la Martinique, lors d'un congrès, veut lancer une question sur l'avenir, le devenir de la Martinique, un référendum sur l'autodétermination. La Guyane est dans un chemin d'autonomie. Aujourd'hui, vous en pensez quoi de ces positions? Sur le premier point concernant la création du groupe, comme j'expliquais, les membres du groupe à la région ont eu l'occasion de le dire, ce n'est pas un groupe, contrairement à ce qui peut se dire ou ce qui a été dit, contre le président Chalus, mais au sein de la majorité. Il faut rappeler qu'il y a eu d'autres présidents sur lesquels il y avait plusieurs groupes au sein d'une majorité. Mais aussi pour mettre en avant les... un mode de fonctionnement, mais aussi des priorités, puisque comme je vous ai dit, priorité gouvernance concertée, priorité également l'évolution institutionnelle et le mode de fonctionnement, puisque du jour au lendemain, on ne peut pas soi-même décider de supprimer des assistants de groupe, alors qu'en fait, on sait très bien que pour avoir une activité, il faut bien qu'il y ait des collaborateurs pour pouvoir le faire. Donc en fait, le rôle de ce groupe, ce sera surtout à ce niveau-là, et puis toutes les questions de la région. Concernant la Martinique et autres, nous avons fait un congrès. Et lors du congrès, un certain nombre de résolutions ont été votées. Et ce que nous disons, c'est qu'il faut qu'il puisse y avoir une consultation populaire. Et c'est en ce sens que moi, aujourd'hui, président du congrès, j'ai convié la commission permanente le 13, de manière à ce que nous puissions réfléchir en termes d'organisation. On dit une collectivité unique, mais combien d'élus, le mode de scrutin, mode de gouvernance.
On dit qu'on veut des compétences, lesquelles, même s'ils sont précisés dans le cadre de la résolution, mais quels moyens? Puisqu'il ne s'agit pas de vouloir des compétences, il faut pouvoir les financer. Et ce sont tous ces éléments qui doivent faire l'objet d'une loi organique et qui doivent aussi être approuvés par la population, puisqu'il faut qu'il puisse y avoir un référendum. Quand les élus qui sont des représentants du peuple, puisque qu'on le veuille ou pas, les élus, ce sont les représentants du peuple, votent à l'unanimité, c'est une bonne chose, mais cela ne peut suffire. Il faut qu'il puisse y avoir une consultation populaire sur ces différentes questions. Même sur cette question de l'évolution, de la gouvernance, Pays Guadeloupe les socialistes semblent avoir des positions dessus, même s'ils étaient partis lors du dernier congrès. Là aussi, il va falloir discuter avec eux. Bien oui, comme je dis, ce sont des éléments qui sont au-dessus d'un président de région ou département, donc il faut discuter avec tout le monde. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a eu, enfin, vous qui êtes des observateurs et de la presse, vous savez bien qu'il y a eu une posture politique pour le Congrès. Personne ne pensait que le Congrès allait se tenir, mais finalement, le Congrès s'est tenu et a été voté à l'unanimité. Parce que même ceux qui n'étaient pas présents, c'est eux qui étaient les plus contributifs dans le cadre de la commission ad hoc. Et puis aujourd'hui, je pars du principe que quand vous dites à un citoyen guadeloupéen l'évolution institutionnelle, en fait, etc., pour lui, ce sera des débats intellectuels, des débats de politique, des combats pour qui est président ou pas président, etc. Moi, je suis président du département, je suis président donc, d'un parti. Donc là aussi, on doit aller plus loin. Il doit y avoir un véritable projet pays qui projette les Guadeloupéens sur 2030, 2040, 2050. Et c'est en ce sens que nous y travaillons. Je vais proposer un projet où il y a une implication d'une Guadeloupe beaucoup plus autonome, beaucoup plus solidaire, mais aussi rayonnante, où on voit en termes de santé, sur la transition énergétique, nous parlons de souveraineté alimentaire, il y a toutes ces questions qui seront débattues, qui seront proposées, où chacun donnera son point de vue, mais donner cette vision donc, du pays. Excusez-moi, c'est très en fait, j'interviens parce que ma question allait dans ce sens-là. Ma première question, est-ce que vous posez là, avec cette réponse, les premiers mots-clés d'une idéologie politique? Parce qu'en réalité, on en a besoin. La Guadeloupe et depuis quelques années est une terre brûlée en matière d'idéologie politique. Avec ce que vous venez de nous dire, identité, souveraineté alimentaire, est-ce que vous assumez de poser les premiers jalons d'une nouvelle idéologie politique en Guadeloupe? Oui, enfin, quand vous dites nouvelles, je ne sais pas si c'est les nouvelles, mais tout le monde sait quelles sont mes convictions politiques. Mais ce que je dis, au-delà de simples débats sur une évolution, constitution organisationnelle, qui pourrait polluer, en fait, contre le débat, puisqu'on pourrait penser que c'est un jeu de pouvoir. Moi, j'ai une vision pour la Guadeloupe. Et c'est pour cela que je dis, en tant que responsable de parti, président du département, je vais proposer ce projet, un projet pays, d'ailleurs que je qualifie de projet papillon, avec 5 axes sur la santé. Je veux que nous soyons donc, des leaders sur la santé tropicale. On va avoir un CHU qui peut être un véritable moteur et faire en sorte que plutôt qu'un Guadeloupéen puisse vouloir aller à Paris, à Bordeaux se faire soigner, non, qu'un Trinidadien, voire qu'un Mexicain ou autre, ou même que quelqu'un de la Floride puisse venir en Guadeloupe, puisque le coût, on sait, des soins aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? Et quand je dis ça, c'est parce que ce sont donc des pistes que nous avons déjà explorées. En termes de transition énergétique, on doit être tout à fait autonome sur le plan énergétique. Vous ne pouvez pas avoir la mer, l'éolien, la marine et la géothermie. Mais le point de la géothermie, on doit pas être on regarde ce qui se fait. C'est pour cela qu'il faut un pouvoir normatif pour nous permettre d'agir, avoir des marges de manœuvre. Voilà, donc ce sont tous ces éléments. Sur un plan également, si on prend le thème de la population, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Deux choses. Qu'il y a un vieillissement de la population, sans pour autant que cela ait été anticipé. Donc, si bien qu'en termes d'aménagement, en termes de loisirs, vous savez, la majorité des Guadeloupéens vivent maintenant à la campagne. Or, en général, statistiquement, on montre que quand vous avez un grand âge, il vaut mieux que vous soyez près de votre boulangerie, de votre médecin, des lieux de vie, des lieux de loisirs. Ce sont tous ces aménagements. En même temps, nous sommes confrontés au niveau de la jeunesse, l'exode. Les jeunes ne reviennent pas. Vous savez, avant, quand quelqu'un partait faire des études,
il revenait. S'il était ingénieur, il était prêt à être prof de maths, mais il revenait au pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc le pays doit être attractif. Le pays doit être attractif sur le plan économique, mais quand vous êtes jeune, ce n'est pas seulement un travail qu'il vous faut. Il vous faut des loisirs, il faut une qualité donc, de vie. Donc là, on va pouvoir travailler. Quand je prends le cas du département, dans les 5 ans, il y a pratiquement 500 personnes qui vont partir. Donc ce qui voudrait dire, il faut qu'on puisse traduire cela pour être attractif au niveau donc, des jeunes. Nous avons beaucoup de postes de direction, directeur financier, responsable des ressources humaines, enfin beaucoup de postes qui ne sont pas forcément pourvus parce que ou nous n'avons pas forcément les compétences immédiates, je parle en termes d'expérience, ou encore ils ne veulent pas forcément revenir. Donc c'est cela qu'on doit créer, cette attractivité. Et c'est en ce sens que je vous disais que nous sommes dans une période donc, de transition. Une période de transition, mais à charge pour nous de proposer des choses et qui permet de créer un engouement. Présidente, moi aussi, juste une réflexion. Ce projet est très beau, j'ai envie de vous dire, sur le papier, et quand vous le présentez, très enthousiaste. Mais est-ce que les élus qui vous entourent et les élus que nous avons en Guadeloupe, vous allez arriver à les convaincre d'aller dans ce sens-là? Mais vous savez, la question, je la prolonge, parce que vous savez que de moins en moins de Guadeloupéens participent aux élections. Quelquefois, ça tourne autour de 30-35%. Comment reconvaincre les Guadeloupéens à participer à la vie politique? Reconvaincre, c'est avec un projet et avec du concret. Moi, j'ai une responsabilité, je qualifie, qui est peut-être plus importante que d'autres élus, dans la mesure que je suis président du département et je suis également président de la principale organisation politique. Donc, ce qui voudrait dire... Et président de la CNBT aussi. Pardon? Président de la CNBT aussi. Oui, mais ce n'est pas le plus déterminant, ce que je veux dire. Ça compte quand même pour les régions. Oui. Donc, ce que je veux expliquer, c'est qu'il y a un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je suis dans une situation où, quand j'estime que quelque chose est bien pour le pays, mon rôle, dès lors que j'ai la possibilité donc, de faire. À la limite, on peut ne pas être d'accord, mais au moins qu'on puisse comprendre où veut ce que je veux, quelle est la vision donc, du pays. Et on doit aujourd'hui se projeter dans l'avenir. Si un jeune n'est pas projeté en 2030, en 2040, on ne peut pas avoir cette adhésion au niveau de la population. Mais en même temps, on doit rassurer quelqu'un qui a 65 ans, 70 ans, que là aussi, le pays, c'est pour lui. Donc c'est en ce sens que je dis, il faut cet engouement, il faut cette vision et qui permettra d'entraîner le maximum de Guadeloupéens. Vous voyez, je dis les choses avec enthousiasme parce que je suis quelqu'un d'optimiste et de positif. Deux petites questions de détail, vraiment de détail. L'année dernière, pour les vœux, il y avait le drapeau de la Guadeloupe à côté. Ça a fait beaucoup de polémiques. Cette année, vous avez enlevé. Ah non, le drapeau était présent. Il était là. Oui, alors, d'autre part, j'ai vu que Richard s'est précipité pour aller voir Valls. Quand est-ce que vous allez le voir? Non, enfin, vous savez, il y a cette particularité où, depuis que je suis président, j'ai vu 7 ministres de l'Outre-mer. Il voit souvent 8e. Quand vous voyez un président, il m'est même arrivé de voir un ministre de la mer le matin. Et l'après-midi, je l'ai reçu à 18h, et quand il a quitté mon bureau, il n'était plus ministre. Il n'était plus ministre, oui. Quand il a quitté mon bureau, il n'était plus ministre. À telle enseigne que, à la fin, nous parlait des footballs, parce que... donc, c'est pour vous dire. Donc, c'est pour cela que je dis, dans ce contexte géopolitique international, guerre en Ukraine, Moyen-Orient, dans ce contexte national, puisqu'il n'y a même pas de budget au niveau de la France, on voit des gouvernements tous les 15 jours, tous les 3 mois, etc. On doit pouvoir anticiper. Puisque si nous n'anticipons pas, il y a des décisions qui vont se prendre et qui vont s'imposer à nous. Donc on doit anticiper. C'est en ce sens que rencontrer le ministre de l'Outre-mer, ça a un sens. Mais avant tout, il y a un certain nombre de choses qu'on doit pouvoir faire au niveau local et à ce moment-là, pouvoir échanger. Puisque je pars du principe que la solution ne va pas venir au niveau national. En plus, compte tenu de tous les problèmes budgétaires, financiers, enfin, vous évoquez un certain nombre de choses, les DOM n'ont pas été cette priorité. Je ne pense pas que c'est aujourd'hui que les DOM deviendront cette priorité, quel que soit l'habillage qu'on pourrait faire. Or, même dans ce cadre-là, la France, quels que soient les présidents, les gouvernements, on nous considère comme des territoires de réparation, d'handicap, enfin tout un ensemble donc, de choses. Et c'est cette vision qu'on doit changer. Or, au contraire,
ça devrait être un atout. Notre positionnement géographique, enfin, la biodiversité, il y a plusieurs éléments. Mais si on nous considère comme ça, c'est parce que nous-mêmes aussi. Puis il ne faut pas qu'on soit dans la position où on demande, où à chaque fois on doit faire quelque chose, on doit demander la permission ou l'autorisation. Donc je ne suis pas dans ce schéma. Donc je ne sais pas si j'ai apporté la réponse. On va voir. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Donc, voilà, deux choses concrètes. Je voudrais que vous nous disiez 2 mots sur la politique sur les ports, parce qu'il y a eu des choses formidables qui ont été faites, hein, il faut le dire. Hein, il y a eu des gros travaux, notamment sur le plan sanitaire. On l'a cité plusieurs fois. Il y a vraiment des choses très belles qui ont été faites. Que vous nous disiez 2 mots sur la politique générale en matière de ports. Et puis le sujet du RSA, puisque actuellement, là, on aura la compétence. Vous l'avez déjà, mais enfin, on aura l'obligation de faire travailler 20 000 personnes, 15 heures par semaine. On sait bien que c'est très compliqué puisque visiblement le Pôle emploi n'est absolument pas prêt. Ils n'ont pas de personnel pour gérer ça. Je voudrais aussi savoir quelles dispositions vous comptez prendre et comment vous allez aborder cette question-là avec l'État, parce qu'il faut des moyens pour le faire. Donc concernant les ports, effectivement, je disais qu'on gère plus de 22 ports. Et puis, ce que nous voulons, il y a eu un aménagement, c'est que les ports puissent être un élément, un support pour du développement économique. Mais pour être un support pour du développement économique, dans un premier temps, il faut revoir le mode de gestion. Puisqu'aujourd'hui, soit c'est les communes, soit le département. Nous ne sommes pas des spécialistes. Donc nous sommes en train de voir pour créer une structure qui va gérer les ports dorénavant, qui va gérer les ports de manière à ce que des activités qui sont exercées puissent être amplifiées, qui va gérer les ports. Et c'est en ce sens qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, nous étions dans le Morbihan, nous avons eu des contacts pour voir comment les choses se réalisent. Il y a un comité qui a été mis en place pour qu'au premier semestre, cette organisation puisse voir le jour. Et avec en appui, un certain nombre de ports, puisqu'il ne s'agit pas de se lancer pour les 22 ports. Il y a le port de Sainte-Rose où on va investir pratiquement 26 millions. Mais quand vous investissez 26 millions, il faut que cela puisse se concrétiser en termes de réalisation de support de développement économique. Le port de Port-Louis, qui a un potentiel, le port de Trois-Rivières où on va transformer, le port de Grandbourg également. Mais il y a une véritable volonté en ce sens. Et au-delà des investissements, c'est surtout la gestion qu'on doit pouvoir mettre en place. Et pour le RSA, quand j'ai été élu, il se posait la question, est-ce qu'on transfère ou pas la gestion du RSA à l'État? Puisqu'il faut se dire qu'aujourd'hui, l'État ne compense pas le RSA à l'euro près. Quand l'État, si par exemple nous payons, ça nous coûte 180 millions, l'État nous donne 100 millions. Et il y a 80 millions qui est financé sur les fonds propres du département. Donc, mes services, ils m'ont dit, bon, pour éviter que nous ayons, au lieu de 80 millions, que ça passe à 90 millions, 100 millions, vaut mieux redonner à l'État la gestion. Mais quand vous redonnez à l'État la gestion, ça voudrait dire qu'il faut donner 80 millions à l'État pour que l'État puisse assurer quelque chose que lui-même ne vous donnez pas. Donc, vous comprenez parfaitement que c'est contraire à mes principes, puisque je pars du principe que si je dis que ça va passer à 80 millions, 90 millions, c'est que moi-même, je ne me fais pas confiance sur mes capacités à régler ce problème, premièrement. Et deuxièmement, je suis quelqu'un qui demande plus de pouvoir, plus de compétences. Si nous nions compétences, je ne vais pas retransférer cette compétence à l'État, parce que ce que je veux, c'est qu'il y a des compétences de l'État qui nous transfèrent. Il nous reste 2 minutes. 2 minutes pour conclure. Et en ce sens que j'ai dit, il va falloir révolutionner le RSA, parce que 42 000 bénéficiaires du RSA, mais il y a 20 000 qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Si vous n'êtes pas inscrit à Pôle emploi, vous n'êtes pas dans une démarche d'emploi, etc. Moi, je suis pour la solidarité, mais je suis pour la responsabilité. Et c'est pour cela qu'on a mis en place une organisation. J'ai demandé au service qu'on puisse innover en termes d'insertion, puisque trop souvent c'est espace vert, etc. Nous innovons dans la culture, nous innovons dans le sport, nous innovons dans les bandes dessinées, nous innovons... Ça s'appelle le Caribé, hein, ça s'appelle le Caribé. Donc, nous innovons pour qu'il puisse y avoir plusieurs perspectives et permettre aux jeunes de s'insérer. Nous avons signé une convention avec la Chambre des métiers. Il va y avoir 2000 artisans qui partiront à la retraite. Et ce que nous proposons, c'est qu'il puisse y avoir une immersion et que, par la suite, nous finançons l'achat du fonds. Mais je dois vous dire
que moi, quand j'ai pris cette mesure, je me dis, bon, qu'il y a tellement de monde qu'on va peut-être pénaliser le budget, mais au contraire, il faut qu'on puisse faire de la publicité, puisque nous avons des boulangeries qui se ferment sans qu'on trouve de repreneurs. Il y a plus de cordonniers en Guadeloupe. Donc, c'est les cordonniers. Oui. Nous avons fait une formation donc, de 10 cordonniers. Ils sont même partis en Italie pour faire un peu... donc, ce sont ces éléments qui peuvent donner de la perspective, puisque ce qui est important aujourd'hui, tu le disais, c'est faire croire au pays. Moi, je suis au quotidien. Je dis les choses avec enthousiasme, mais ce que je voudrais, c'est que tout Guadeloupéen soit dans cette dynamique. Alors, malheureusement, on va devoir vous inviter à déjeuner, puisque l'heure est arrivée, on nous a fait signe. Alors, un dernier petit mot, Nathalie, un dernier petit mot aussi à Jean-Claude, enfin tout le monde, et puis on se quitte avec cette première émission en direct de la résidence, et c'est particulier, c'est inédit. Oui, c'est inédit. Moi, juste mon dernier mot, ce serait aux Guadeloupéens, à tous les téléspectateurs, à vous, Président, et à mes confrères et collègues qui nous attendent de l'autre côté, de leur souhaiter une très bonne année, une année de réussite, une année de santé, une année de combat, parce que nous avons évidemment des entreprises qui ne sont pas du service public comme Guadeloupe Première, donc nous sommes des entreprises à faire tourner. Nous ne sommes pas des institutions. France Antilles fête ses 60 ans cette année. On va sortir un support, mais on reste une entreprise privée. C'est tout ce que je souhaite. Jean-Claude. J'irai tout à fait dans le même sens et je vais profiter pour présenter aussi des vœux de santé et de courage au président, parce que ce n'est pas souvent le cas. Et puis, en espérant qu'effectivement, au niveau de la Guadeloupe, on sera dans une démarche plus de construction. J'ai souvent tendance à dire que c'est facile de dénoncer, mais ce serait bien aussi qu'on puisse plus souvent énoncer. Oui, il a 2 micros. Mais du coup, il n'en a plus. Non, juste une très bonne année à tout un chacun, à toute la Guadeloupe. Et écouter la radio, regarder la télé et lisez les journaux. À toutes les heures. À toutes les heures. C'est ça aussi la démocratie. Ok, Jacques. Mais il faut que tout le monde lise Nouvelle Semaine aussi. Bon, enfin, en tout cas, très bonne année. En tout cas, très bonne année, Président. Et puis merci pour votre enthousiasme. Hein. Visiblement, vous avez gardé du punch, mais ça nous rassure. C'est bien. Mais en tout cas, aussi pour les bonnes choses. Parce qu'on parle tout le temps des mauvaises choses. J'ai parlé du port parce qu'effectivement, il y avait de très belles choses qui étaient faites. En tout cas, bonne année, bonne santé. Merci. Des vœux de bonne année et surtout de courage et de travail, parce qu'en réalité, avec ce qui nous attend en dehors de nos frontières, il ne faut pas se leurrer, on aura les mains à l'ouvrage. Autant nous, en tant que journalistes que d'élus, je pense qu'avec ce qu'il nous a dit le président Losbar, on a quelque peu conscience. Il ne faudra pas se reposer sur nos lauriers. Il va falloir commencer à cabécher, comme on dit. C'est le mot à la mode ces temps-ci, mais il va falloir vraiment faire fumer les cerveaux. Parce que sinon, dehors, il se passe des choses, il y a des mutations. Nous avons un pays qui est en voie de paupérisation aussi. Il y a des dynamiques à arrêter. Donc oui, ce sera une bonne année de travail, de transition et d'aller beaucoup plus loin pour sortir un vrai papillon et non pas une brûlure au milieu de l'arc. Alors, avant de donner la parole au président, je vous dis quand même que cette émission avec le ZCL, vous êtes vus en France, en Martinique bien sûr, mais même en Afrique, parce qu'on a de plus en plus de retours de Mayotte, de la Réunion, etc. Donc quand vous faites vos vœux, ne pensez pas qu'aux Guadeloupéens qui sont ici, songez ça qui est en bas là, qui a gardé actuellement, et qui a dit, est-ce qu'il y a parlé de nous, parce qu'il y a eu un froid dit là. Eh bien, donc à mon tour de réitérer mes vœux de bonne année, santé, réussite et prospérité pour tout le monde, aux Guadeloupéens sur place, aux Guadeloupéens qui à Paris ou en Fradila, et ça qui est un chalet en Afrique aussi. Et, on a fait Côte d'Ivoire, Nyonlo, tout partout. Au Sénégal aussi. Oui, au Sénégal, ben, partout. Donc, mes meilleurs vœux pour cette année. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est que nous puissions croire dans les possibilités, potentialités donc, de la Guadeloupe. Et même lorsque nous sommes face à des handicaps, comme l'eau ou autres, qu'on puisse les transformer en un véritable atout et que cela puisse donner, en tout cas, l'espoir et des lendemains meilleurs. Ben, merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour ces vœux un petit peu particuliers. On demande à nos amis journalistes qui sont de l'autre côté, qui nous attendent avec impatience. Nous qu'arrivés, on a fini. C'était un ZCL un petit peu particulier. Aujourd'hui, le boucantage médiatique se retrouve vendredi prochain avec nos confrères habituels. Merci en tout cas, et à vous, à Nathalie. Merci à Jean-Claude Issoti Gisbastin.
selon l'expression, à Olivier et à Jacques, et aussi à Priscilla. Et je le dis ce matin, j'ai mis un petit mot sur le groupe des journalistes. Je souhaiterais que de plus en plus de femmes participent aussi à cette émission, parce que le M de médiatique, ce n'est pas pour macho et mec, c'est pour médiatique. À la prochaine fois. Merci. Donc nous voilà de retour sur le plateau de Canal 10. On va faire notre publicité, post-publicitaire, pour recevoir après Marilène Ferdi qui va nous parler de l'intelligence artificielle et Manik Siarti-Teka pour le mois des possibles. On revient tout à l'heure suite à cette publicité. Nous voilà de retour sur le plateau. Donc, pour poursuivre le ZCL, donc nous avons une première partie du bocantage médiatique qui était en direct de la résidence départementale avec Danix Andonis et différents journalistes. Et on revient sur le plateau de Canal 10, donc avec Marilène Ferdi, bonjour, qui est là pour nous parler d'IA, mais d'open source aussi. Bonjour. Bonjour Iman. Oui, on va faire un petit rappel pour éclaircir un certain nombre d'informations. D'informations, merci. Et on va recevoir aussi Manik Siarti-Teka qui va nous parler du mois des possibles. Exact, tout à fait. C'est une thématique littéraire pour le mois de janvier, le mois des possibles. On va revenir rapidement sur un premier sujet d'information puisque nous n'avons pas encore développé l'actualité. Il s'agit de parler de la mobilisation sur Terre de Haut pour l'enseignement puisque les parents d'élèves se plaignent et se mobilisent pour dénoncer les difficultés rencontrées par le système éducatif de l'île. Manque d'effectifs, d'infrastructures qui sont vieillissantes et des problématiques liées à la double insularité. Max Morel était sur place pour recueillir les revendications des manifestants. On voit ce reportage. Attends encore que le remplaçant arrive et puis à 15h30 on va recommencer le même scénario parce qu'il faut qu'il reparte parce que les horaires fixes de bateau c'est 9h départ de Trois-Rivières et 15h45 départ de Terre de Haut. Ce sont des horaires qui ne bougent pas. Les horaires actuels sont des horaires de haute saison. Départ 8h15, départ 17h15 de Terre de Haut. C'est quelque chose qui ne va pas tenir. La réponse du rectorat en septembre était « Nous n'avons pas de boule de cristal pour deviner qu'un enseignant venant de Guadeloupe qui fait l'aller-retour tous les jours ne va pas se fatiguer et dispensera le même enseignement qu'un professeur domicilié à Terre de Haut. » Manque de respect et de donc, on arrive, on change. Au bout d'un moment, les profs s'épuisent à chaque vacances et on recommence. Là, je pense qu'il faut dire stop. La directrice n'est plus là parce que on peut comprendre que la situation est ingérable. Parce que nous, en tant que parents, on l'a subi. Sauf que c'est une situation qu'on a expliquée à l'inspectrice qui s'est produite 3 ans auparavant. À un moment donné, les solutions, les solutions, sur le papier, c'est très joli, ça fait très... Hier, nous sommes appelés pour nous dire qu'on a trouvé une solution au problème. La solution, c'est qu'on prend des employés de l'éducation nationale, mais qui sont au collège, pour venir garder les élèves de primaire. Et donc du coup, ce matin, parce qu'on nous a certifié qu'à 8h, les enfants seront pris en charge. À 8h, effectivement, une AED était présente. Mais la deuxième personne n'était pas présente. Manque d'organisation. Mais ça, c'est général. Parce que l'enseignement à Terre de Haut, c'est bas. Nous avions un mercredi dédié à la double insularité pour que chaque personne puisse se rendre chez un médecin, faire des démarches avec son enfant. Ça a été supprimé au bon vouloir des profs pour libérer leur vendredi après-midi. En Guadeloupe. Voilà. Donc, toujours au détriment des enfants, finalement, on continue. Là, je pense qu'il y a un moment donné où l'enseignement, on aime bien, on vient faire la fête, on vient, il y a eu un mouvement pour une proposition d'emploi pour un psy, où on propose le farmien. Mais en fait, à Terre de Haut, c'est ça. Pourquoi on vient travailler à Terre de Haut? Parce que Terre de Haut, c'est pour s'amuser, en fait. Non. On a le droit d'avoir la même éducation que tous les Français. Donc, en fait, c'est un droit fondamental de la République française. Donc, je propose que tout le monde aille devant la mairie et dire qu'on réclame une solution pérenne.
Voilà, on comprend bien que les attentes et les solutions espérées ne sont pas toujours les mêmes concernant l'enseignement. Et c'est important d'avoir une éducation de qualité. Justement, on va en parler avec Marilène Ferradi et le Campus Luminance. Et surtout l'utilisation de l'IA dans cette éducation. On voit le générique et on parle tout de suite de ces deux outils très intéressants dans l'éducation. Le journal du Campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Logiciel vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Alors Marilène, bienvenue. De quoi parle-t-on aujourd'hui ? Toujours notre même IA. Alors, je vais quand même faire, concernant l'intelligence artificielle, j'ai eu un certain nombre de retours, de questions qui m'ont été posées en privé, mais aussi en m'interpellant pour ceux et celles qui me rencontrent. Et je prends conscience qu'il faut que je revienne sur un certain nombre d'informations que j'avais données et que j'apporte quelques éclaircissements, notamment, donc on va revenir sur ce fameux open source. Et c'est vrai que j'avais conclu ma dernière chronique, je crois que c'est mercredi, en disant que de plus en plus je vais conseiller d'utiliser l'open source quand c'est possible. Alors je vais revenir sur ce concept d'open source. Donc j'ai expliqué que dans les IA génératives, donc ces fameux IA qui ont été créés dans les années vers 2021, il existe deux grandes catégories. Donc des IA qui appartiennent à des firmes, donc dont les firmes sont propriétaires et qui sont payants, même s'il y a des versions gratuites. C'est par exemple ChatGPT. D'accord. Alors j'explique aussi que la version gratuite, c'est une version qui est beaucoup moins performante que la version payante. Ça, c'est très important. Et c'est vrai que bien souvent, c'est une version qui permet d'entraîner, mais aussi de collecter certaines données. D'accord. Bon. C'est pas le cas quand c'est payant? Si, c'est le cas aussi. C'est payant. Là, on est pour le payant. Ouais. Et je redis aux gens, donc qu'est-ce que c'est qu'une IA? C'est une ligne de code. Et ce code, c'est ce qui décrit ce que fait tout l'IA. Et ce code, c'est quelque chose ce sont des données confidentielles. C'est-à-dire que quand on a un IA payant, on n'a pas du tout accès à ce fameux code. À l'instar des IA, donc ce même IA génératif, donc ces fameux IA open source que l'on conseille de plus en plus, qui sont des IA où les codes sont accessibles, puisque c'est ce qui dit qu'est-ce que fait l'IA, sa performance, mais aussi on peut les modifier. Alors, ce que moi je conseille, là on vient, l'éclaircissement, on l'a fait, à présent on vient à la partie conseil. Le conseil que je donne, c'est que si vous êtes des professionnels dans des domaines bien particuliers, et que, par exemple, je prends l'exemple de Adobe, qui est un générateur d'images, et que la grande majorité des professionnels du graphisme utilisent, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller prendre, ils vont prendre déjà la version payante. Mais pour vous qui, de temps en temps, qui nous écoutez, ou pour les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, je parle des étudiants, des élèves, qui se lancent dans le métier du graphisme ou quel que soit dans l'industrie culturelle et créative, vous pouvez aussi aller sur l'open source. Et par exemple, quand on fait de temps en temps des travaux, que ce soit dans l'image, le son, le montage, l'open source peut être intéressant. Alors concernant ChatGPT, je tiens à rappeler, puisqu'on me dit oui, je vais essayer de sortir une image. Alors ChatGPT, c'est une intelligence artificielle textuelle et qui est avant tout généraliste. Elle n'est pas conçue pour vous donner de l'image. Donc, ça ne sera jamais aussi performante qu'une IA qui est prévue à cet effet. Donc, en fait, on peut maintenant utiliser l'IA pour faire des dessins, des montages et l'intégrer vraiment dans son fonctionnement. Oui. Alors, cette IA dont tu me parles, Iman, c'est une IA qui est sortie, donc il y a une avant-première. Donc, il faut savoir déjà, alors pour parler de cette IA, il faut déjà signaler qu'il y a à présent, il y a depuis quelques années, un grand salon, le Salon mondial de la tech, qui se tient à Las Vegas, oui, dans cette fameuse ville qui connaît des incendies. C'est au mois d'avril. Le salon de la tech se tient au mois d'avril. Et donc, c'est là... Alors, il faut savoir que tout ce qui est nouvelles technologies, les avant-premières, les grandes sorties, se font généralement dans ce salon.
donc autour d'avril 2024 à Los Angeles. Et cette année... ça s'est tenu, c'est maintenant les incendies. C'est pour l'année prochaine, bon, je ne sais pas. Oh, avec les Américains, ça va aller très vite. Et donc, lors de ce salon, on a annoncé la sortie d'Adobe. Adobe, pour quelques personnes qui ne connaissent pas, c'est l'application incontournable dès lors qu'on fait du design digital, dès lors qu'on fait de la communication digitale, dès lors qu'on travaille sur de l'image, on est un professionnel, on a Adobe. Donc c'est une application incontournable. Et la particularité d'Adobe, c'est qu'Adobe a sorti son intelligence artificielle et l'a annoncé en avant-première. L'une des particularités de cette intelligence artificielle, c'est qu'il a surtout fait un gros travail sur le montage. C'est que je ne sais pas, Iman ou... Manik, si vous avez déjà fait du montage, avez-vous déjà essayé ou de faire un peu de montage? Oui. Alors, le montage, c'est... voilà, c'est une succession d'images par seconde. Et il arrive à un moment donné, le montage, c'est comme un puzzle. On décide, on donne le sens à l'histoire qu'on veut raconter, on donne un sens à une histoire à partir des images. Et quand on fait le montage avec Adobe, c'est qu'on se rend compte parfois, on se dit « Oh, quand même, il me manque une image. » Mais on l'a déjà filmé. Hein. Eh bien, Adobe vous donne la possibilité pendant que vous êtes dans le montage, un simple clic, grâce à l'intelligence artificielle, de changer l'ordre de l'image. Simple clic. Ça, c'est des minutes, voire des heures de travail. Rien que pour faire ça. Le montage, c'est extrêmement chronophage, n'est-ce pas, Mani? Tout à fait. Voilà. Donc, il y a des alternatives open source pour ça? Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, il faut être honnête. Et autre chose que vous pouvez faire, imaginons vous avez filmé, vous regardez votre montage, voilà, et vous dites « Oh, c'est bizarre ça, j'aurais dû faire, Alors si c'est vous que vous filmez, vous dites « Oh là là, j'aurais dû... » Manik, imaginons, tu prépares ton film promotionnel pour ton prochain événement, et tu te dis « Oh là là, j'aurais dû mettre un foulard. » il fallait que je mette un foulard ou il fallait que je mette quelque chose que j'ajoute. Eh bien, tout en étant sur ton montage... Tu n'as pas besoin d'aller refilmer. Tu as un stock d'images et tu peux ajouter un objet à une image, un verre, un drapeau, à ton image de simple clic en quelques secondes. Alors je reviens, rien que pour faire cette manip, vous perdez déjà une journée ou deux. Donc on voit, quand j'expliquais, alors il y a une chronique que j'avais faite où je disais, est-ce que l'IA n'est pas un retour au néolibéralisme? Pourquoi? Mais parce que tout simplement, gain de temps, gain d'argent. Et c'est moins de mains, moins de techniciens dont on a besoin pour faire ces tâches. Et donc ça, c'est le number one d'Adobe, c'est qu'ils ont étudié les fameuses tâches qui sont extrêmement chronophages sur le montage et ils ont fait en sorte que dorénavant, ça soit l'intelligence artificielle qui s'occupe de ces tâches. Et c'est vrai que quand on a... alors c'est un IA qui est payant. Donc là, on est sous cette deuxième catégorie payant que l'on conseille aux professionnels. Il existe des IA open source, donc on en reparlera, mais ceux-là n'ont pas la performance qu'a cette IA, puisque c'est un IA puissant. Et il faut savoir qu'il réalise des vidéos, donc Adobe peut réaliser dorénavant des vidéos. Donc son IA s'appelle Premiere Pro. Uniquement, vous n'avez pas besoin d'aller en faire d'autres. Simplement. Comment on fait pour apprendre à se servir de ces outils? Ah voilà, on en vient à cette partie, Iman. Alors c'est vrai que beaucoup nous posent la question. Quand on a annoncé la sortie de cet IA chinois open source DeepSeek, qui va vraiment, ça va être... il y aura le même événement qu'on a eu pour ChatGPT. Alors moi, ce que je propose, on travaille, alors donnez-nous encore une semaine, on vous donne rendez-vous entre vendredi de la semaine prochaine ou lundi, où on va avoir des petites capsules vidéo, on vous prépare avec nos équipes des petites capsules vidéo de démonstration pour l'utilisation de ces IA. Donc, ça ne sera pas de la formation, ce sont des tutos techniques que vous pourrez consulter sur tous nos réseaux. Alors, je tiens à signaler que nous avons décidé pour l'instant de suspendre nos publications sur X, puisque X ne correspond plus aux valeurs que nous portons, et nous étudions la possibilité d'aller sur un autre... de notre réseau. Donc, ce n'est pas la peine de nous chercher sur X, mais nous sommes présents sur tous les réseaux sociaux. Bon, on a hâte de savoir comment se servir de tous ces outils. Donc, les tutos seront vraiment très bienvenus. Mais en tout cas, merci pour la chronique. Et on va sauter rapidement, sans transition,
Manique. Pas de souci. Lancez le générique tout de suite. Voilà. Une voix, une histoire, des images et on enchaîne avec Manique. Merci. J'ai fermé les yeux et j'ai enfoui ma tête dans l'eau. Mes cheveux flottaient à la surface, me remerciant de les avoir libérés. Ils se laissaient porter et leur repos était bien mérité. Quant à mes oreilles, curieuses, elles essayaient de percevoir les grondements des vagues de la plage de Courcelles à l'île de Marie-Galante. Mes pieds, qui ne recevaient que très peu d'affection, se laissaient séduire par les baisers des petits poissons, aussi blancs qu'invisibles au-dessus du sable. Donc Manique, bienvenue sur le plateau, bonne année. Bonne année. Pas encore vu en réel. C'est vrai. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors, donc, comme on l'évoquait en tout début, c'est le mois des possibles. Donc, l'objectif, effectivement, nous travaillons de façon mensuelle. Voilà, on met un focus vraiment sur des ouvrages. Donc là, on est sur le mois des possibles parce que c'est janvier. En février, on sera sur le carnaval. En mars, on sera sur la femme. Février, c'est pas l'amour, non? Ça aurait pu, alors, on y accorde une petite place quand même. D'accord, ok. Mais voilà, notre carnaval dure quand même 3 mois cette année. Oui, donc, on va y accorder une très, très grande place. Avec quand même un événement assez particulier puisque... je serai rejointe par Charles-André Traoré qui viendra me rejoindre en Guadeloupe pour présenter une box à l'intention des seniors. D'accord. Voilà, de livres audio avec voilà, un partenariat avec Prose qui existe à la station F en France hexagonale et qui veut faire ce partenariat avec Une Voix, une Histoire. Donc c'est avec grand plaisir que je l'inviterai à venir sur le plateau. Et c'est vraiment à destination donc, de nos seniors et de faire en sorte que la lecture audio soit encore beaucoup plus fluide pour eux. Super. Donc ça veut dire que chaque mois, il y aura une sélection par rapport à ces thématiques. C'est ça, tout à fait. Là, la thématique, donc là, on a 9 ouvrages qui sont sélectionnés, avec la volonté, en tout cas, de montrer la diversité sur notre application. Nous ne faisons pas que de la littérature pour enfants, on fait des romans, on fait des nouvelles, des essais. Donc là, par exemple, sur cette sélection, on a 9 ouvrages, dont 2 essais, 3 essais, 2 recueils de poèmes, 2 albums de jeunesse et 3 ouvrages de développement personnel, parce que c'est le mois de janvier. Ah oui, parce qu'on est dans cette dynamique que tout est possible et ça, c'est bien. Exactement. Et l'objectif, du coup, de sélectionner ces ouvrages-là, c'est... L'objectif, c'est vraiment de plonger tout un chacun dans la diversité de nos littératures et de montrer à quel point Une Voix, une Histoire est en mesure de pouvoir proposer... pour tous les publics, c'était vraiment ça, c'est vraiment prendre conscience de la dimension du travail que nous menons de telle façon à ce qu'effectivement tout un chacun puisse se dire ça me correspond, ça c'est plus pour moi, ça sera plus pour les enfants, ça sera ça plus pour la famille. C'est voilà, une vraie dimension familiale et montrer qu'on est quand même fort. Hein. Ouais. Bon, on est fort. On est fort. Il faut enlever le quand même. On est fort. Trop. Ok, donc on va écouter un extrait aujourd'hui. Tout à fait. Alors on va écouter La Pensée Blanche de Lilian Thuram. Donc c'est un essai, alors de par le titre qui avait fait couler beaucoup d'encre, mais voilà, on écoute l'extrait, c'est intéressant. D'accord. Je décide de téléphoner à mon ami d'enfance, Pierre. Allô, Pierre? Ça va? Salut Lilian, ça va et toi? Dis-moi, je peux te poser une question? Vas-y. Pierre, est-ce que tu as le sentiment d'être blanc? Je sens une hésitation au bout du fil. Quoi? Je ne comprends pas bien. Pierre, tu es d'accord que je suis noir? Ben ouais. Si moi je suis noir, toi tu es quoi? Ben... je suis normal. Je me suis mis à rire. Tu es normal. Donc moi, je ne suis pas normal. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pierre et sa drôle de réponse, pleine de spontanéité, m'ont permis de mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel et de profondément ancré. Même si vous êtes une personne exceptionnelle, un ami frère,
vous pouvez, sans vous en rendre compte, revêtir le masque blanc de la normalité. Celui qui est en position dominante est à ce point conforté dans son bon droit, toujours au centre, toujours à sa place, qu'il se perçoit et se prend pour la norme. Les blancs en sont là, comme les hommes en sont encore là par rapport aux femmes. C'est ça. C'est ça. Je suis d'accord. Donc il a vraiment dit ça, la normalité. La normalité, c'est ça. Et c'est en fait c'est vraiment ce que Lilian Thuram, il nous alerte tous. C'est pas à dire qu'il alerte la communauté noire. Il alerte vraiment parce que, comme il me l'avait dit quand il expliquait le titre, qu'il aurait pu lui donner n'importe quelle couleur, la pensée blanche, la pensée jaune. Enfin, c'est vraiment une pensée universelle. C'est ça le souci. C'est que tout le monde pense pareil. Donc à partir du moment où on est dominant, on est dans la norme. D'accord. Voilà. Et il alerte là-dessus afin justement qu'on puisse changer la donne. Donc c'est vraiment un audiobook. À réfléchir. Ça invite vraiment à une réflexion, à nous aussi, à réfléchir sur notre propre représentation, à notre positionnement et à faire en sorte qu'effectivement nous soyons plus à même à vivre ensemble. D'accord. Deuxième extrait alors. Deuxième extrait. Rico Coco ne sait plus chanter, de Myrna Melio. Donc un ouvrage qui risque de plaire aux touristes. On sait à quel point les coqs de Guadeloupe peuvent être gênants. On y va, on écoute. On écoute. Rico Coco était malade. Il était pète voix à force crier devant Granjou. Il avait perdu sa voix à force de crier au lever du jour. Il persistait à s'égosiller, mais rien n'y faisait. Toutes les poulettes étaient tristes de ne pas entendre le chant du matin. « Mais c'est une catastrophe !» piaillait l'une d'entre elles. « Personne ne pourra se réveiller aujourd'hui. Nous devons faire quelque chose !» Elles allèrent donc prendre des nouvelles de Rico Coco. Mais celui-ci n'appréciait guère l'intrusion des poulets de chez lui. Elles s'agitaient autour de lui pour le guérir, allant et venant en caquetant. Ceci agaça d'autant plus Rico Coco, qui, sans voix, ne pouvait pas leur faire savoir son mécontentement. « Il t'est qu'à crier qu'on t'y poule. » Il criait comme un poussin. Ok, c'est assez drôle. Oui, voilà, c'est ça en fait, c'est vraiment cette diversité-là qu'on voulait proposer, comment on peut passer de la pensée blanche dans le mois des possibles à un coq effectivement qui perd sa voix, mais porté par 3 poulettes, réussira certainement à la retrouver, au grand désespoir de nos touristes. Mais voilà, c'était vraiment, là on est vraiment sur un ouvrage familial, aussi, oui. Exact, et qui fonctionne très très bien lorsque je suis sur les stands, les différentes animations littéraires pour les enfants, ils adorent. C'est vraiment le livre par excellence. On va terminer par un ouvrage un peu plus engagé. Donc, tout à fait. Le jour où les Antilles feront peuple de Mathieu Gama. Alors là, on n'aura pas d'audio parce que je crois que l'actualité est suffisamment parlante. On a vu les descentes en Martinique qui sont en train de se produire actuellement. Enfin, c'est un ouvrage quand même qui est sorti en 2020. Mathieu Gama nous alertait déjà sur les problématiques de la vie chère. Alors, on a vu ce qui s'est passé en 2009, on voit encore en 2024. On a le sentiment est-ce qu'on devrait passer à autre chose ou pas ? En fait, non. En fait, non. Non, parce qu'on a le sentiment qu'on n'apprend rien en fait. Chaque fois, on revient sur le même type de crise sociale. Et à un moment donné, je crois vraiment qu'il va falloir qu'on se pose et qu'on lise ou qu'on écoute des ouvrages qui nous permettent effectivement de comprendre les mécanismes en fait, et de comprendre nos mécanismes. Pourquoi nous consommons autant ? Pourquoi nous consommons comme ça ? Et c'est ça en fait, il faut à un moment donné, c'est-à-dire que, ok, il y a la faute de l'autre, d'accord ? Mais nous, en fait... on a le droit de réagir différemment. On a le droit de réagir différemment, exactement. Et donc, c'est vraiment un ouvrage qui nous invite, comme celui de la pensée blanche, qui nous invite réellement à réfléchir autrement. Donc, ce fameux mois des possibles, qu'est-ce qu'il est possible de faire après ces lectures et de se dire... Tout est possible, exactement. Tout est possible, et donc c'est un mois très riche dans la maison d'édition. Je crois qu'il y a un jeu concours aussi. Exactement, il y a un jeu concours. Donc je l'annonçais le 27 décembre là sur le plateau. On va revoir un petit peu le visuel qui a été, la vidéo qui a été tournée ici d'ailleurs sur les studios.
au studio. Au studio, on y va, la vidéo. Manick Sertiteka, fondatrice de la première maison d'édition de livres audio, Une voix, une histoire. Nous organisons un grand concours de lecture à haute voix qui verra récompenser un Guadeloupéen et une Guadeloupéenne qui nous accompagnera en Côte d'Ivoire pour le Salon international du livre d'Abidjan du 6 au 10 mai. Faire de la lecture un événement fun qui permet de voyager, de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes. Et c'était en tout cas la volonté de notre maison d'édition, remettre la lecture au cœur des foyers guadeloupéens. Merci. Alors n'hésitez pas, contact @unevoixunehistoire.com avec le chiffre 1. unevoixunehistoire.com. Joyeux anniversaire les ZCL. Donc oui, ça montre bien que ça a été tourné l'an dernier. Oui, donc ce jeu concours, comment ça se passe? Alors, donc on nous envoie un mail ou sinon on a un formulaire qui circule actuellement sur les réseaux, mais il y aura des distributions de flyers, en tout cas au niveau des médiathèques et des bibliothèques. Alors c'est pas un et une Guadeloupéenne qui vont nous accompagner. C'est le lauréat. Je veux bien participer. C'est le lauréat, qu'il soit féminin ou masculin, qui nous accompagnera. Donc c'est une personne. Donc il y a une inscription qui se fait en ligne. C'est réservé aux adultes, puisque les enfants ont déjà le concours oralisant, mais là, voilà, pour partir en Côte d'Ivoire, il faut être un minimum majeur. On a une sélection, donc on a un partenariat déjà avec les éditions Nagmaron qui vont sélectionner les extraits, puisque ce sont des extraits obligatoires, qui seront les mêmes pour tous, d'ouvrages, afin justement qu'on soit sur le même pied d'égalité, la même difficulté de texte, etc. Ouais, tout à fait. Donc ça va se dérouler en 3 phases. Donc là on est sur la première phase d'inscription où ensuite on demandera, donc toutes les personnes qui se sont inscrites, donc l'inscription c'est jusqu'au 6 février, recevront une demande très particulière, c'est-à-dire une présélection où là ils vont nous envoyer une vidéo avec les lectures. Donc ça sera la première présélection. Ensuite on passera en demi-finale en présentiel. Et la finale également en présentiel. Et l'objectif c'est de pouvoir étendre ce dispositif sur les Antilles-Guyane, sachant que nous avons reçu un message d'Amérique du Nord, d'une Guadeloupéenne qui est en Amérique du Nord et qui est malheureuse de ne pas pouvoir participer. Mais voilà, c'est compliqué. Pour une première... Pour une première, il fallait se concentrer sur un territoire. C'était la Guadeloupe. Je sais que la Martinique, j'ai déjà reçu beaucoup de messages de la Martinique aussi. Il faut que vous arriviez, etc. On va y arriver. Mais pour une première, il fallait nous poser quelque part pour vraiment faire de cet événement un événement qui amène un engouement certain. Voilà. Donc 6 février, la date. Le 6 février, la date de clôture des inscriptions. Le formulaire est sur les réseaux. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, on y répond. Et on vous envoie le formulaire aussi comme ça, à contact@unevoixunehistoire.com. Merci beaucoup Manick. Merci à toi. Belle année, puisque tout est possible en 2025. Tout est possible. On y va à fond. Imagine, tu viens avec nous en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Écoute, je n'attendais que ça, l'invitation. Donc ce sera avec grand plaisir. D'accord. On va conclure notre émission un peu particulière aujourd'hui. Nous avons eu sur les 2 premières parties, donc le boucantage médiatique Guadeloupe en direct de la résidence départementale avec Danick Zandonis, Jacques Dancal, Jean-Claude Rode, Monsieur Losbar, président du conseil départemental, Olivier Lancien, Priscilla Romain et Nathalie Dinan. Ils ont fait un petit point sur l'actualité de la Guadeloupe et les différents sujets phares qui ont pu drainer notre 2024 et voir l'avenir de 2025. Quel est-il? Il était aussi question des vœux du président du département et la journée continue dans cette résidence départementale. On a reçu Marilène Ferdi, donc pour le campus Luminance, elle nous a parlé d'intelligence artificielle et de la révolution qui s'opère justement pour la vidéo, le cinéma et la publicité. Et avec Manick Sertiteka, on vient de parler du mois des possibles et de cette sélection d'ouvrages
pour une voix, une histoire, des images. Donc avec le concours aussi, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 6 février. Au niveau de l'actualité, on n'a malheureusement pas pu tout développer aujourd'hui. On a parlé essentiellement de la mobilisation concernant l'enseignement sur Terre de Haut. Et je pense que sur les différentes éditions, on reviendra sur les autres sujets qui sont les changements à France Travail, le vernissage expo collectif exposé au chlordécone et d'autres actualités qui seront traitées dès ce soir. Voilà, pour aujourd'hui, on termine le ZCL, 14h06, un petit peu en retard, mais on vous souhaite un bon week-end et surtout, faites attention sur la route. On essaie de diminuer le nombre de tués et d'accidentés. Ce serait vraiment très très intéressant pour vous de prendre la responsabilité de votre conduite. Voilà, merci beaucoup. Merci.